Bonjour, mon nom est Catherine Perrin, je suis animatrice à Ici Première et je suis absolument ravie encore cette année d'animer les entretiens Arts et Société de la Place des Arts ici à Montréal. Notre premier entretien, on lui a donné un titre un peu particulier, une question publique « Es-tu là? » Alors, pour brasser cette question-là, je vous présente 4 invités vraiment formidables. Bonjour, Nick Farkas. Bonjour. Nick Farkas, qui est producteur de spectacles depuis 30 ans. Et depuis les 20 dernières années, il dirige la division d'acquisition et de talent d'Evenco. Ça, pour vous donner une idée, c'est un volume d'à peu près 1200 spectacles par année. Il supervise, entre autres, les festivals Osheaga, Il Sonic, Lasso, You'll Eat et quelques autres. Tous des festivals montréalais. Il est aussi coprésident de l'Association canadienne de la musique en direct. Ève Paré, bonjour. Bonjour. Ève Paré, qui est économiste de formation, qui a été présidente directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal, un milieu pour lequel ça n'a pas non plus été facile au cours des dernières années, et qui est maintenant directrice générale de l'ADISC depuis à peine plus d'1 an. Bonjour, David Lorrain. Bonjour. David Lorrain, qui est comédien, qui est traducteur, et depuis avril 2017, il est co-directeur artistique chez Ducep, magnifique compagnie de théâtre qui est ici dans les murs de la Place des Arts. Il est co-directeur aux côtés de Jean-Simon Traversy. Et finalement, Catherine Gentilcorps, bonjour. Bonjour. Elle est directrice des communications et du marketing à l'Opéra de Montréal, qui a aussi son siège social ici à la Place des Arts. Et Catherine est elle-même chanteuse classique de formation. Alors, on va commencer, bien sûr, mais je ne veux pas qu'on s'y attende trop, mais par ce fameux contexte pandémique et économique. Qu'est-ce qui reste, comme je dirais, comme trace de la pandémie? C'est-à-dire que moi, j'ai entendu parler, entre autres, de gens qui achètent des billets plus à la dernière minute. J'ai entendu parler de gens qui ont acheté des billets qui ne se présentent pas. J'entends parler de gens qui ont un peu peur d'avoir des voisins dans les salles. Qu'est-ce qu'on remarque comme trace post-pandémique? On a eu un phénomène en début de saison qui commence à se placer, c'est-à-dire que les gens, souvent, vont être encore un peu dans leur salon, donc vont discuter pendant la pièce, puis tout ça. C'est quelque chose qu'on voyait pas avant, puis qu'on a ressenti, qui s'est retrouvé aussi dans les médias. Il y a des journalistes qui en ont parlé abondamment. Ça, c'est des phénomènes qu'on a vus. Sinon, une espèce de propension à rire davantage ou à être davantage réceptif dès que les spectateurs autour réagissent. Donc, dès qu'il y a un rire, on sent contagieux. que c'est comme plus contagieux que ça l'était avant. Ça, c'est les phénomènes au théâtre qu'on peut remarquer. Ça, c'est le genre de contagion qu'on aime en Ouais, passant. oui, ça, c'est positif. Ça. C'est Oui, pas juste exactement. négatif. À l'Opéra, Catherine Gentilcorps. Oui, l'absentéisme, chez nous, on le voit un peu plus. C'est un peu plus accru. Je pense que les gens sont un peu plus frileux. Ils ont envie d'être puis je le vois surtout chez nos abonnés. C'est là qu'on le voit le plus. Ils ont envie d'être fidèles. Souvent, ils vont quand même, ils vont pas demander de remboursement ou quoi que ce soit, mais s'ils ont un petit rhume ou ils ont un petit quelque chose, ils vont rester plus à la maison. Ça, on le sent un peu. On sent aussi qu'ils achètent leurs billets un peu plus à la dernière minute, mais ça semble vouloir se replacer tranquillement, donc on suit ça de près. Mais aussi, surtout, ce qu'on voit, c'est qu'ils viennent plus à la dernière minute à la salle. Nous, on a eu plus de retardataires pendant la pandémie, puis depuis la fin pas la fin de la pandémie, mais le show qu'on a eu au mois de septembre. Donc ça, on a décidé de faire des rappels un peu plus tôt avant le spectacle pour vraiment faire en sorte que les gens arrivent à l'heure au spectacle et tout ça. Comme il y a des habitudes qui se sont un peu perdues, je crois, ou qui se sont modulées. Donc, ça, c'est un truc qu'on a vu aussi. Eh bien. Ouais. Nick Farkas, dans tous les genres de musique que vous couvrez, est-ce qu'on a vu ça, ce qu'on appelle dans le monde anglophone des no-shows, des gens qui ont acheté des billets mais qui ne viennent pas? On le voit depuis la relance, oui, beaucoup. Surtout les shows qui sont reportés une ou deux ou 3 fois. Je pense que là-dessus, il y a un message important que Ève Paré voulait passer à propos des shows qui ont été reportés puis des gens qui ne se pointent pas. Elle a un début d'explication possible. Okay. On s'en est rendu compte au cours des derniers mois, surtout avec justement les spectacles qui avaient été reportés. Il y a des gens qui achètent leurs billets sur des plateformes de revente. Quand il y a des changements aux heures et aux dates, parfois l'information ne se rend pas bien jusqu'au client, sans parler du prix.
Autrement Donc, dit, le service après-vente est moins fort. Donc, Faut en être conscient. Le message, c'est de s'assurer d'acheter soit directement de la salle ou passer par la page, le site Internet de l'artiste pour s'assurer d'avoir le lien direct et évidemment le juste prix. On parle beaucoup d'inflation en ce moment. Je me demande si le milieu culturel fait tout pour ne pas augmenter le prix des billets, parce que on le sait, les coûts augmentent pour le milieu culturel aussi. Je voyais dans un article de journal récemment, rien que les frais d'équipement pour la tournée de Julien Clerc ont été 50% plus chers que prévu avant la COVID, parce que c'était une tournée reportée. Ève Paré, est-ce que vos membres à la Disque, est-ce que les artistes québécois qui vont en spectacle partout au Québec font tout pour augmenter le moins possible les prix, ou ils n'ont pas le choix? Bien, on le voit, les données de l'OCCQ qui sont sorties la semaine passée montrent que les prix des billets en chansons francophones, notamment, demeurent stables. L'inflation a deux effets. Hein. Le premier, c'est sur les coûts de production et de main-d'œuvre. Donc, ça, on le voit, il y a de la pression énormément sur les productions. Et aussi sur le budget des consommateurs. Ben oui. Parce que les billets de spectacle sont souvent une dépense facile à couper pour privilégier d'autres dépenses essentielles. Bon. Alors, maintenant, on va se parler des vraies affaires, parce que c'est pas la COVID qui explique tout. Il y avait des réalités qui commençaient, je dirais, à faire partie du paysage bien avant la COVID. On va parler de certains freins. Et là, on va se concentrer. Vous êtes ici, vous vous êtes déplacés pour venir ici. On est à Place des Arts à Montréal. On va se concentrer sur ce secteur-ci, là, puis essayer de voir, quand on parle de freins, est-ce qu'on pourrait dire que l'étalement urbain et l'offre en dehors de Montréal est devenu forcément une compétition pour vous? Là, on va peut-être se chicaner un peu avec Nick Farkas, parce que lui, il gère entre autres l'Étoile 10-30 à Brossard. Alors lui est très content que ces salles-là existent. Mais est-ce on peut pas nier qu'évidemment c'est une compétition qui s'est ajoutée? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, si je peux commencer, de notre Oui. côté, chez Duceppe, on se fait compétition un petit peu à nous-mêmes, parce que depuis notre fondation en 1972, la compagnie Duceppe, il n'y a pas une saison où on n'a pas fait de la tournée. Puis c'est nécessairement ces endroits-là où les gens vont se retrouver un petit peu plus. Les salles, particulièrement dans la couronne de Montréal, sont rendues magnifiques. C'est des salles multifonctions, confortables, avec des services. C'est facile de stationner. C'est facile de stationner. On en entend parler. Les gens habitent tout près. Donc, c'est sûr que ça a aidé nos tournées. Ça a aidé nos tournées, mais si je me rappelle bien, moi, quand je suis sorti de l'école de théâtre chez Duceppe, quand je venais, on avait des séries de représentations de 36, 38 spectacles. Puis là, on est à 24 en ce moment. Mais où sont passés ces spectacles-là? Ils sont beaucoup en tournée, beaucoup dans la couronne de Montréal. Il y a des tournées là, comme Gaspard Blues qui part, puis Le Loup qui part aussi cette année. C'est des tournées d'une 30aine de représentations à travers le Québec, l'Est du Canada. Donc, pour nous, c'est un ajustement du modèle qu'on a chez Duceppe. Donc, il faut aller vers le public où le public a envie d'être. Catherine Gentilcorps, l'opéra peut pas facilement faire ses valises puis s'en aller sur la Rive-Sud pour un show, là. Avec l'orchestre et tout ça, les opéras à grand déploiement, il y a 2 salles sensiblement au Québec qui peuvent les accueillir. C'est la salle Wilfrid Pelletier ici à Montréal, puis c'est le Grand Théâtre à Québec. Reste que le Metropolitan Opera puis l'Opéra de Paris diffusent maintenant en direct leurs opéras sur dans les salles de cinéma partout au Québec. Donc ça, pour nous, c'est évidemment un compétiteur direct. Les gens aiment ça. Ils peuvent les voir en plus en gros plan. Souvent, on les voit mieux, on les entend mieux peut-être même que quand on vient à Wilfrid Pelletier. On est en train de piloter un projet. On fait un projet de pilote, en fait, pour avoir un circuit d'autobus qui va aller chercher les gens dans leur région. Un qui va partir de Magog, par exemple, l'autre qui va partir de Trois-Rivières, pour venir à notre représentation du dimanche après-midi, pour essayer justement de faciliter cet accès-là à ces gens-là qui sont peut-être seuls ou pour qui peut-être c'est un peu plus stressant là, de se déplacer en ville. Donc, c'est un projet pilote. On va voir ce que ça donne, mais on veut trouver des facilitateurs pour permettre à ces gens-là de venir. Bien, très intéressant, parce que justement, l'accès, évidemment, quand on vient de l'extérieur de la ville, souvent on n'a pas le choix de venir en voiture. Vous devez vous faire parler de temps en temps du stationnement à Montréal, j'ai l'impression. Hein? C'est pas... Oui, je vois David qui rit. Bien, ça fait partie des enjeux. Ouais. C'est sûr qu'en étant à la Place des Arts, ce qui est bien, c'est qu'on a une station de métro directement en dessous. Donc ça, c'est très, très, très positif. Mais c'est sûr qu'on se fait parler beaucoup des cônes. Chez Duceppe, c'est à peu près 66 je pense, des gens qui viennent chez nous, qui viennent de l'extérieur de Montréal. Ah oui. C'est beaucoup. Donc, nécessairement, dans les rapports après spectacle, de temps en temps, on va avoir des commentaires, mais
c'est un petit peu en dehors de notre contrôle. Nous, on peut se concentrer sur le spectacle. Nick Farkas, qu'est-ce qu'on fait avec les grands festivals qui drainent à un moment donné beaucoup de monde dans une zone de Montréal? Pour le transport, est-ce qu'on arrive à gérer ça facilement? Bien, honnêtement, on est très chanceux à Montréal parce qu'on a le parc Jean... Pour nos festivals, au moins, on a le parc Jean-Drapeau. Avec la station de métro. Puis on a le quartier de spectacle avec plusieurs stations de métro. Et vous avez un public un peu plus jeune dans ces festivals-là qui se déplace facilement. Oui, je dirais. Puis c'est le monde qui vient en région du reste du Canada ou des États-Unis, ils viennent en métro. Parce que c'est vraiment le message qu'on passe à la journée longue. Parce que si vous avez pris votre char pour aller au parc Jean-Drapeau, là, c'est... Vous le regrettez. Tu parles du parking ici, là, le parking là-bas, c'est quasiment c'est impossible, surtout si jamais il y a une soirée de feu d'artifice en même temps. Tu sors de l'île à 2 heures du matin. Honnêtement, c'est si grave que ça. Je pense que le dernier sondage qu'on avait fait, c'était 90 de notre monde venait par métro. Et au quartier de spectacle, c'est sûr que c'est problématique pour les salles, c'est problématique pour nos shows. Mais la majorité de nos salles ne sont pas loin d'une station de métro. Ça fait que c'est vraiment, je pense que la solution, c'est de s'en venir en métro, en vélo. Encourager ça, absolument. Pas le choix. Ouais. Alors, il n'en reste pas moins que vous êtes... Moi, je vous sens optimiste, là, tout le monde. Il n'en reste pas moins que l'Institut national de la statistique a sorti des chiffres récemment et on est encore très loin des chiffres pour le spectacle vivant qu'on avait, disons, en 2019. Il n'en reste pas moins que pendant les années de pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude d'être devant des écrans, de regarder même des spectacles sur écran. Est-ce que l'écran, qui était déjà en train de devenir un compétiteur, Ève Paré, est-ce qu'on a l'impression que l'écran va être de plus en plus un frein? Parce que sortir, là, il faut prendre une décision, il faut s'activer, il faut, acheter le billet, il y a des coûts, il faut s'organiser. Des fois, on a notre journée de travail dans le corps. C'est un effort. Évidemment, on est convaincu que ça nous apporte beaucoup. Mais quand il y a une nouvelle série qui vient de sortir ou quelque chose, est-ce que l'écran est un compétiteur? Je croirais pas. En tout cas, pas énorme. On a mené un sondage avec la firme Léger en mars dernier. On a posé la question... avez-vous l'intention d'assister à des spectacles plus souvent ou moins souvent qu'avant la pandémie? Puis, dans une grande majorité des cas, c'est autant, sinon plus souvent. On voit, par contre, qu'il y a un profil démographique. Plus on est jeune, plus on a des ambitions d'aller voir plus de spectacles. On voit que les 55 ans et plus sont peut-être un petit peu plus réticents pour plein de raisons, peut-être encore un peu de crainte là, de se retrouver dans une salle. Mais je crois pas que un écran remplacera jamais l'expérience d'un spectacle en salle. Est-ce que la vitesse à laquelle nos vies vont peut faire en sorte que les gens prennent moins le temps? Mais je suis assez confiante que le public va revenir avec le temps, oui. Ouais. Est-ce que ça devient de plus en plus exigeant de trouver des bons arguments de trouver je dirais, des programmations pour aller frapper l'imaginaire, aller chercher les gens? Je vois Catherine Gentilcorps qui fait signe que oui. Bien, c'est crucial et c'est central. On n'a pas beaucoup de données pour l'instant, mais nous, c'est sûr qu'on sonde systématiquement et de manière très accrue nos publics pour savoir c'est quoi leurs envies, de quoi ils ont envie dans ce contexte post-pandémique, c'est quoi les sujets qui les touchent. Puis pour nous, c'est un défi à l'opéra en général d'avoir des Qu'est-ce qu'ils vous répondent, Catherine? C'est quoi les sujets dont ils ont envie d'entendre parler? C'est deux choses. Premièrement, des opéras qui vont traiter d'enjeux qui les concernent directement, ce qui n'est pas nécessairement acquis à l'opéra parce qu'on n'en crée pas tant que ça. Nous, on en crée de plus en plus à l'Opéra de Montréal, mais ça, c'est un premier focus. Puis ensuite de ça, les grands classiques, des œuvres qui font du bien, un divertissement pur, le ravissement de musique qu'ils connaissent déjà. Donc, c'est vraiment ces deux spectres-là qui sont les plus importants. Et c'est assez différent comme attente, hein? Oui, puis les publics ne sont pas nécessairement les mêmes non plus. On a différents personnages pour ces deux types d'opéras-là, mais c'est ce qu'on nous répond, en tout cas, jusqu'ici. D'accord. Mais est-ce qu'un public... Parce que vous fonctionnez avec des abonnements. Oui. Donc, dans votre abonnement, il peut y avoir... des opéras qui sont des grandes valeurs sûres, mais aussi quelque chose de beaucoup plus audacieux. Oui.
Est-ce que vos abonnés répondent quand même présents? Ils suivent, puis s'ils aiment ça, tant mieux. Puis s'ils n'aiment pas ça, ils peuvent quand même apprécier le fait qu'on leur a proposé quelque chose de différent. Donc, la plupart du temps, nos abonnés vraiment nous suivent dans tout ça. On s'arrange tout le temps pour faire en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts, évidemment. Mais après ça, c'est plus au niveau des billets simples que ça devient intéressant parce que là, on peut vraiment aller chercher. On cible des profils un peu différents. C'est un équilibre, vraiment. Okay. Catherine vient de mentionner quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et important. Elle dit, s'ils n'aiment pas ça, bien, on peut aussi en discuter, prendre le temps. Est-ce que ne pas aimer un spectacle, ça peut être une expérience stimulante? Est-ce que vous pourriez convaincre le public que ne pas aimer un spectacle, ça peut être une expérience qui en vaut la peine? David. Oh, c'est une bonne question. On essaie quand même de faire juste des bons spectacles. Attendez, mais ça ne veut pas dire que le spectacle n'est pas bon. Non, tout à fait. Non, je parle de... que ce soit apprécié on par... va mettre une chose sur la table. Ils ne produisent tous que d'excellents spectacles, voilà, OK? merci. Mais nous, public, on peut de temps en temps se retrouver dans une salle puis moins vibrer à un spectacle. Qu'est-ce qui fait que ça peut valoir la peine quand même? Je pense que c'est la discussion qui vient après. Puis ça, il faut permettre aux spectateurs de l'avoir, que ce soit via les médias sociaux ou sinon avec des discussions qu'il y a après les spectacles. Déjà, tu sais, on est en train de préparer la saison prochaine, puis il y a des spectacles qu'on voit clairement, on pressent des discussions d'après-spectacle extrêmement riches. On pressent des à clivages, cause des thèmes peut-être. des spectacles? Oui, des thèmes qui sont d'actualité. Donc, nécessairement, souvent, où il y a des opinions qui vont se cogner. Puis, il y a toujours là une belle occasion de discussion, de médiation, tout ça. Mais pour ça, il faut avoir les ressources, l'équipe, il faut que les comédiens restent après, ou l'auteur, puis tout ça. Mais de plus en plus, on s'en va vers ce genre de discussion-là avec le public. On s'en va pas nécessairement vers les valeurs sûres, comme le phénomène qu'on a vu en 2008, quand il y avait la crise économique, où beaucoup de théâtres revenaient avec des classiques du genre, des spectacles qu'ils savaient qu'ils allaient vendre facilement. La pandémie a fait en sorte que, du côté du théâtre, on a voulu engager le plus possible nos artistes, faire travailler les acteurs, les auteurs du Québec, faire de la création. C'est comme on est un petit peu à l'opposé du conservatisme, de la valeur sûre, de la valeur puis de la sûre. star. Ouais. Puis on est plus vers l'événement, créer l'événement, aller faire en sorte que le spectateur va vouloir se déplacer. Tu sais, nous, quand on programme un spectacle puis qu'on l'éprouve auprès de notre équipe, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le spectateur il va partir de chez lui puis il va venir chez Duceppe? Pas juste un bon spectacle, ça prend quelque chose d'autre. Honnêtement, là, je vous posais la question parce que moi, j'ai été chroniqueuse culturelle pendant 4 ans et je voyais des spectacles que j'aimais pas tellement et je trouvais ça presque plus intéressant de me dire, OK, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où moi, mon attention a lâché? Pourquoi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelque chose dans la proposition? Je me disais, j'apprenais beaucoup de choses sur moi aussi. Mais Ève Paré, dans le domaine du spectacle en chanson, ça doit moins se présenter parce que si on va voir Daniel Bélanger ou Ariane Roy, c'est parce qu'on les connaît déjà, on connaît leur bagage. Bien, il y a 2 angles. Du côté de l'offre, on a vu avec les reports, les annulations, il y a eu une espèce d'effet de goulot d'étranglement. Il y a de l'engorgement dans les salles. Donc, ce qui est programmé, c'est souvent des valeurs sûres parce que le nombre de jeudis, de vendredis, de samedi soir est limité. On a vu qu'il y a de plus en plus d'étalement dans la semaine. Là, ça va du dimanche au lundi aussi. Mais donc, les nouveautés, l'émergence ont beaucoup plus de difficultés à se tailler une place dans la programmation. Puis l'autre élément que j'aurais envie d'amener, c'est pour aller voir un spectacle de musique, souvent c'est parce qu'on connaît l'artiste. Puis en enregistrement sonore, on le voit, la difficulté des artistes à rejoindre leur public. À l'époque où on achetait des disques chez le disquaire, c'était la moitié des disques qui se vendaient au Québec qui étaient d'artistes locaux. Oui. Maintenant, on est noyé dans un univers sur les plateformes d'écoute en ligne, des projets de loi qui sont sur la table actuellement qui visent à corriger une partie de ça, mais il y a une difficulté à rejoindre le public et à se faire découvrir comme artiste au Québec. Oui, donc le spectacle est plus important que jamais. Tout à fait. Mais évidemment, c'est un cercle vicieux. Si les gens les connaissent moins parce qu'ils sont invisibles dans la forêt du streaming, c'est moins facile de convaincre les gens d'aller en salle aussi. Tout à fait. C'est de là le projet de loi C11, la loi sur la radiodiffusion qui est présentement à l'étude, qui vise à imposer des mesures de mise en valeur des contenus canadiens pour permettre aux Québécois, aux Canadiens de découvrir les artistes. C'est ça. Donc, à la question publique, es-tu là? Vous avez en ce moment, là, vous avez un contact à rétablir et il faudrait vraiment que cette loi-là passe. Là, je pense que ça ferait une bonne différence. Un chiffre qui marque l'esprit.
les Québécois consomment uniquement 5 de contenu québécois francophone sur les plateformes de streaming. Bon. Alors, ça nous montre qu'il y a un travail de reséduction à faire. Tout à Mais fait. il faut avoir les outils, il faut avoir les règles du jeu, je dirais, qui vont favoriser ça. Exactement. Ouais. Nick Farkas, quand on met en marché des groupes des fois très nichés, mais qui ont leur public, comment on peut être sûr? Est-ce que le travail se fait presque tout seul parce que ces groupes-là sont très actifs puis font savoir à leur public qu'ils vont être en ville? Dépendamment du spectacle, oui, mais je dirais pour nous autres, l'emphase cette année, c'était vraiment sur l'expérience des fans. Pour nous autres, c'était pour tous nos festivals, pour le jazz franco, Montréal Lumière, Oshiaga, c'était de vraiment repenser l'expérience des fans, de s'assurer que l'expérience va être meilleure qu'on n'a jamais faite avant. Parce que la réalité, c'est comme il y a tellement de choix. L'expérience, c'est quelque chose qui est difficile à vraiment... C'est dispendieux, c'est coûteux de faire une bonne expérience, mais s'il y a de la bonne bouffe, si les alentours sont bien conçus... Là, on parle dans une situation de festival, Bien, je parle par d'un exemple. festival même, où on a fait beaucoup de rénovations au Centre Bell depuis 5 ans, je dirais. On en a refait au MTLUS, on va en faire au Corona. L'idée que quand tu peux rester chez toi, je sais qu'au début du pandémie, je regardais du live stream. J'ai fait ça comme 2-3 fois. Puis là, j'étais comme, OK, ça me prend du live, ça prend du vrai live. On a même tenté de faire des shows dans les drive-in avec vos chars. Puis en tout cas, c'était pas ça que le monde voulait vraiment, mais il manquait quelque chose. Ça fait que quand tu regardes un show sur un écran, comme tu disais avant, il y a un manque d'expérience humaine que tu as besoin pour vraiment apprécier un spectacle. Et l'expérience devrait être... Pour nous autres, on s'est dit, il faut que ça soit meilleur. OK. Alors, est-ce que vous seriez capable de la décrire, cette différence-là essentielle? Je peux vous donner comme... Est-ce que c'est lié à l'énergie du monde sur scène ou à ce qui émane aussi du monde dans la salle à côté de nous? Ève? Ah, clairement les deux. Je me souviens, le premier spectacle, je suis retournée voir après la fermeture des salles à l'été 2021. C'était justement au Festif, on en parlait tantôt. C'était un spectacle de Louis-Jean Cormier et les musiciens sur scène étaient surexcités d'être devant une foule et la foule était d'une réceptivité incroyable. Il y a cette énergie-là qui ne peut pas se ressentir avec un spectacle virtuel. Oui. Catherine? Oui, mais il y a aussi toute l'expérience sociale qui vient alentour. Nous, on a des abonnés de longue date, puis quand ils se rendent compte que les abonnés à côté d'eux ont changé l'année suivante, ils vivent un petit deuil. Là. Il y a quelque chose qui se passe en eux. Ils deviennent amis par la force des choses parce qu'ils se voient à l'opéra 4 fois par année. Il y a vraiment un truc là, qui dépasse là, largement ce qui se passe sur l'écran. Nous, c'est beaucoup ça, aller au restaurant avant, avoir une rencontre prévue avec des amis ou avec la famille pour venir à l'opéra. Ça, on le voit beaucoup, beaucoup. Puis évidemment, moi, les moments qui me marquent le plus au théâtre, entre autres, c'est quand il se passe quelque chose sur scène qui ne devrait pas nécessairement se passer ou quand il y a une espèce de moment de magie ou une émotion, qui... Tu ressens pas ça dans l'écran. Il y a quelque chose qui est là puis qui passe pas. Fait que pour moi, c'est les deux, c'est sûr et certain. Donc, mais tu parles aussi un côté, un rituel dans le fait de sortir. Rituel, absolument. On n'a plus beaucoup de rituels dans nos vies. David Lorrain, aller au théâtre, est-ce que c'est un genre de rituel? Ah, absolument. C'est un rituel que les gens qui viennent chez Duceppe et ailleurs ont puis qu'ils aiment. Dans le centre-ville en particulier, les gens vont se setter avec des amis, des soupers, des dîners. Ils vont commencer par venir voir le spectacle puis ils vont sortir ailleurs ensuite. Sinon, de mon côté, pour répondre à la question, c'est vraiment, je l'ai nommé plus tôt, mais l'espèce de communion qu'on a en groupe, de vivre quelque chose ensemble, puis cette espèce de contagion. Communion avec le reste du public? Avec le reste du public. Puis Okay. cette contagion-là qu'il peut y avoir aussi dans le public, cette espèce de sentiment-là, de privilège, pour ma part, comme spectateur, que je ressens quand je suis devant une grande œuvre avec d'autres mondes dans le moment présent. Il y a comme quelque chose que j'ai pas réussi à retrouver, puis j'en ai regardé beaucoup, des pièces de partout dans le monde en stream pendant 2 ans. J'ai jamais réussi à retrouver cette chose-là. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de maisons, d'organismes culturels qui se sont équipés de caméras pendant la pandémie. Et il y en a beaucoup qui disaient « Ah, ben c'est là pour rester. Maintenant, on va continuer. Ça va être une offre un peu en parallèle et tout. » Résultat, je vois plus rien. Moi, je sais pas vous, là, mais est-ce que vous avez continué à faire des web diffusions?
Bien, c'est très pratique de notre côté pour monter des bandes annonces, par exemple, ou pour vendre un spectacle en tournée, c'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure qualité de production de ce qu'on... Mais vous ne vendez pas de billets sinon, pour assister au show virtuellement en le entier. modèle d'affaires de vente du spectacle par Internet ne fonctionne pas. Ça coûte juste beaucoup trop cher. On parle de centaines de milliers de dollars pour faire une bonne production, une bonne captation pour le web. Puis les revenus qui viennent avec ça, c'est quelques milliers de dollars. Là. Ça n'a absolument rien à voir. Ce qui fonctionne, puis qu'on aime beaucoup voir, c'est un réseau comme Télé-Québec qui décide d'embrasser vraiment son mandat, puis de faire, nous, on va diffuser des œuvres. Quand Télé-Québec vient cogner dans un théâtre comme du CEP pour dire on va diffuser votre œuvre, nous, ça nous donne un sérieux coup de main financier. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Là, ça aura au moins eu ça de bon de notre côté. OK. Alors, mais sinon, je voyais, Catherine, c'est la même chose à l'Opéra. Bien, en fait, nous, c'est ça que je disais, c'est que on ne fera plus de captation d'œuvres complètes sur la scène. On ne va plus faire ce genre de truc-là. C'est pas ça qu'on veut, mais on va élaguer la scène de l'équation, puis on va commencer à créer des contenus artistiques qui sont créés spécialement pour les plateformes web, donc avec des formats qui sont adaptés, des véhicules artistiques qui vont nous permettre d'aller chercher peut-être des publics qui ne seraient pas déjà dans notre salle. Donc, plus comme une carte de visite, plus comme une façon d'aller toucher les gens, de montrer l'essence de qui on est d'une manière différente, mais en élaguant la scène complètement de l'équation. Là. OK. Puis même chose, Nick Farkas, de toute façon... ça s'applique moins quand on fait venir des artistes de l'étranger. Ils ne sont pas intéressés du tout à ce qu'on vende leur show sur le web. C'est pas ça le but. Il n'y a personne qui est intéressé à acheter un show. D'après ce qu'on a vu, il n'y a personne, vraiment très, très peu de monde qui sont intéressés à payer pour un spectacle sur Vous le avez web. essayé pendant la pandémie? Oui. J'ai parlé à bien du monde. On l'a essayé. On l'a fait durant le jazz pour la première année de COVID, mais c'était gratuit. Puis là, gratuitement, quand le monde avait vraiment envie de voir quelque chose de différent, ça marchait quand même gratuit. Mais, tu sais, les coûts sont tellement chers de le produire à cette qualité-là. Oui, c'est ça. Le TV, ils sont capables de le faire. Ils ont déjà ce mandat-là. Je pense pas que ça va... C'est sûr qu'il va y avoir des artistes qui vont filmer leur spectacle, mais c'est plus en contenu. Bon. Ils vont l'utiliser en capsule. Alors, justement, à partir de là, Nick, par exemple, qu'est-ce que c'est en ce moment qui fonctionne le mieux? Est-ce que c'est la star dont on sait que c'est une personne qui vient vraiment pas souvent, mais qui est un hyper gros nom, ou c'est le groupe niché qui a déjà son public, dont moi, je connais peut-être même pas le nom, mais que le Centre Bell va être plein en petit format? Je dirais que c'est les deux. Honnêtement, la musique depuis la reprise. Depuis la reprise, puis depuis, tu sais, avant, t'écoutais, tu sais, quand j'étais jeune, il y avait 3-4 stations de radio, puis tout le monde écoutait la même chose. Là, il y a tellement d'opportunités d'écouter n'importe quoi. Ça fait que je dirais que c'est plus niché. Chaque niche, il y a plus de monde dans chaque niche et que les spectacles, évidemment, des stars vendent super bien en ce moment. Mais je pense que ça retourne à... On vit quelque chose en ce moment là, où il y a un artiste qui peut, tu sais, qu'on ne connaissait pas il y a 2 semaines, avec TikTok, avec toutes les plateformes qui existent, qui vont de 0 à... Tu sais, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, un artiste sortait 3-4 albums, ça jouait à radio, puis là, finalement, ça jouait une plus petite salle, ça montait. Mais là, on voit tout d'un coup quelque chose qui sort que je ne connaissais pas il y a 2 semaines, qui est capable de vendre 2000 billets ou 4000 billets ou 10 000 billets 2 mois plus tard. Là, je regarde Ève, là. Ève, elle a les yeux en l'air, puis elle dit « Oh mon Dieu, si c'était comme ça pour les artistes francophones! » On a vu avec Charlotte Cardin qui a fait 13 MTLUS, c'était un record pour un artiste. C'est une artiste québécoise. Une artiste québécoise qui chante en anglais. Qui chante en anglais. Donc, le streaming, évidemment, l'a probablement un petit peu favorisé aussi, on va se le dire. C'est sûr, mais on voit quand même qu'il y a du succès. Moi, je dis toujours que si le produit est bon, le monde va l'acheter. C'est sûr qu'il y a c'est tellement étalé maintenant que c'est difficile à trouver, mais ça retourne toujours aux mêmes choses. L'expérience, le produit sur la scène, il faut que ça soit bon. Si c'est marginal, le monde n'ira pas. Oui, mais il faut que le monde sache que ça existe. Ça, c'est la première chose. Rejoindre le monde, c'est le défi. C'est le défi, mais parce que le public est-tu là? Le public, il est où? Il est beaucoup sur les réseaux sociaux, il est beaucoup sur les plateformes, et c'est là qu'on a besoin, justement, d'aller le chercher, entre autres, Ève. Mais il y a de l'espoir.
Encore une fois, je cite le sondage qu'on a mené au printemps dernier. On a surpondéré les 13-17 ans. Parce qu'il y a toute la question du renouvellement des publics aussi. Comment on va les capter, ces jeunes-là qui sont sur TikTok en permanence, mais ils en écoutent beaucoup grâce à leurs parents. 60 nous disent écouter de la musique francophone. 60 60 Oh, c'est quand même une belle surprise. Encore plus intéressant, 57 nous disent aimer s'en faire recommander par les plateformes. OK. Donc, si on avait cet instrument-là pour aller les rejoindre, on a une possibilité de renouveler le public. Ouais. J'ai jamais vu honnêtement, le hip-hop francophone en ce moment, on fait des salles. Ah oui. On fait des salles. Ouais. Mais Nick, j'ai envie de vous la poser franchement, la question. Est-ce que vous êtes pour ce projet de loi-là, pour cette découvrabilité, disons, améliorée? Je le connais pas tant que ça. On en a parlé un peu, mais c'est sûr qu'il faut protéger. Ouais. Quand on regarde les Franco qu'on a fait cette année, on a vu la public était là. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et je pense que c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, avec toutes les plateformes qui sont basées aux États-Unis, la majorité, c'est sûr qu'il faut qu'on trouve des moyens de s'assurer que la musique francophone va... Que les règles du jeu fonctionnent bien pour nous aussi. Là. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers, mais évidemment, il s'agit de s'arranger pour que les algorithmes pour le public canadien et surtout québécois donnent accès plus facilement, plus régulièrement à du contenu francophone. Comme dit Ève, les gens aiment s'en faire recommander. Et c'est quoi les statistiques? Les gens regardent quoi, à 50 ce que les algorithmes leur recommandent? Ah, c'est même plus que Plus ça de que mémoire. ça? C'est immense. Alors, le public est là, mais il faut que les règles du jeu, tout comme on l'a pour la radio, cette règle-là qui impose un contenu francophone minimum. Le public est effectivement très passif, surtout sur les plateformes comme YouTube. YouTube est une plateforme d'écoute de musique qui n'est pas à sous-estimer. C'est la plus importante chez les jeunes, mais ils sont souvent très passifs. Nick parlait du hip-hop, du rap chez les jeunes. Ces algorithmes-là ont l'intelligence d'être capable de proposer du contenu qui va plaire, même si c'est canadien. Donc, il faut faire confiance aux gens. Quand ils découvrent, on le sait, ils l'apprécient. Voilà. Puisqu'on parle des jeunes, parlons de la relève du public du côté du théâtre et de l'opéra. Est-ce que le milieu de l'éducation est une courroie de transmission essentielle pour que le public soit là aussi dans 10 ans, dans 20 ans? Et qu'est-ce qu'il peut faire, je dirais, bien ou peut faire de plus, peut-être? David Lorrain? Absolument. Ben oui. Notre premier ministre l'a dit quand il était élu. Je pense qu'il disait que l'éducation allait être la priorité. Je pense qu'il faut mettre un petit peu plus de culture dans l'éducation. C'est un message, en tout cas dans le milieu du théâtre, avec lequel on revient sans cesse depuis des années. Et les jeunes doivent avoir la possibilité, pendant leur formation scolaire, d'aller au théâtre, d'avoir une médiation avec des artistes à plusieurs reprises, pas nécessairement seulement sur des œuvres de type muséal, des classiques, puis tout ça. Oui, ça doit faire partie de la formation, mais vraiment des œuvres qui vont faire en sorte que l'étudiant va se questionner, puis va développer des valeurs comme l'empathie, l'ouverture. Il y a plein de choses que le théâtre peut faire pour l'étudiant. Ouais. Opéra de Montréal, Catherine Gentilcorps. Oui. En fait, nous, au niveau primaire, secondaire, la Commission scolaire de Montréal a maintenant ce qu'ils appellent une plateforme qu'ils appellent le Carrefour d'apprentissage. C'est plus les bibliothèques. Maintenant, c'est plus juste des livres dans les bibliothèques. C'est beaucoup des ordinateurs où ils mettent du contenu à la disposition des étudiants. Puis, on a des collaborations avec eux. On crée des contenus qui peuvent être rendus accessibles via ces plateformes-là. Je pense que c'est une partie de ce qu'on peut faire pour vraiment les sensibiliser à l'opéra et tout ça. Puis, on a nos générales étudiantes, nous, qui sont ouvertes aux étudiants primaires, secondaires. Puis, on pacte notre salle de jeunes, puis ça leur permet d'être en contact avec ce qu'on fait. Puis, entre autres, le réseau Une école montréalaise pour tous. Donc, c'est vraiment une activité très démocratique qui nous permet de les initier au moins à l'opéra. Puis après ça, c'est de les garder dans notre réseau puis de faire en sorte qu'on continue de les amener chez nous. Ouais. Puis on a des activités comme là, on programme L'Enfant et les sortilèges de Ravel dans une salle du Sud-Ouest, donc au Paradoxe. Puis c'est des billets à prix très démocratiques, 10 $ pour les enfants, 35 $ pour les parents. Puis on va vraiment essayer d'aller chercher les familles du Sud-Ouest. On s'excentre un petit peu pour aller chercher les gens dans leur communauté. Donc, c'est ça l'idée. Ève Paré, pour la relève de la chanson francophone, en tout cas, moi, je peux vous parler d'un professeur d'école primaire qui enseignait à ma fille en 6e année. Et chaque semaine, il faisait découvrir un chanteur ou une chanteuse, auteur-compositeur québécois.
et ils étudiaient un texte de chanson, puis ça devenait ce qu'on appelle une compétence transversale, parce qu'ils faisaient du français avec ça, parce qu'ils apprenaient à comprendre un texte. Ça, c'est une exception, c'est un professeur extraordinaire. Je dirais que le petit bagage de musique francophone qu'elle a vient de ça, mais est-ce que ça prendrait plus dans les écoles? Est-ce qu'il y a moyen de faire plus? J'ai envie de vous parler d'une initiative qu'on a annoncée il y a quelques semaines avec le RIAS, qui est le regroupement des cégeps, où les étudiants sont appelés à découvrir 25 chansons québécoises qui sont en nomination au Gala de la Disque. Donc, ils vont voter. Il y aura un prix qui sera décerné par les étudiants de cégep pour une chanson québécoise. C'est la première année qu'on le fait. Un peu comme le prix littéraire des Exactement. collégiens ou le prix du cinéma collégial. Bien, c'est excellent, ça. Super initiative. C'est tellement important, la musique, dans les écoles aussi. Oui? Ah oui? Parce que hier, jeudi, mon fils est rentré chez nous. Il a commencé le secondaire, puis il est rentré avec son trompette, puis il était tellement fier. Tu sais, de jouer un instrument, c'est quelque chose que... Tu sais, on a le Fondation Evinco qui donne beaucoup d'instruments à des écoles défavorisées. Puis quand tu vois la face des jeunes qui ont la chance de faire quelque chose avec... C'est tellement important. On oublie souvent que les cours de musique, c'est comme quelque chose qui est oublié, puis l'appréciation de tout ça, c'est tellement important. Mais c'est vraiment intéressant de le mentionner parce que là, on parlait de l'exposition des jeunes aux arts à l'école, mais le fait de le pratiquer aussi, d'en faire eux-mêmes, c'est vrai que ça aussi, ça va faire que ces jeunes-là vont devenir un public du futur. Dernier tour de table, si vous aviez ce qu'on appelle un pitch d'ascenseur à faire, là, une espèce de cri du cœur pour convaincre quelqu'un qui ne va jamais en salle d'aller voir un show, peu importe quel show, là, ce serait quoi les 2 phrases magiques à employer? Alors, tour de table, le pitch d'ascenseur ultime, Catherine. Moi, 2 choses. D'abord, venez partager le partage. Venez partager un moment de magie, un moment d'émotion avec les gens de votre communauté. Et ensuite, venez ressentir le talent et l'intensité des artistes d'ici. Parce que c'est ça pour moi, c'est le partage. C'est vraiment, puis c'est la communication. Puis ça, on ne peut pas vivre ça chez nous, tout seul ou derrière un écran. Ouais. David Lorrain? Ah, mon Dieu, j'ai l'impression de faire mon pitch depuis tantôt, mais peut-être redécouvrir la force du collectif. Je pense que chaque génération a des batailles à mener, puis tout ça. C'est collectivement, souvent, qu'une génération va ressortir. La nouvelle génération va avoir des défis, puis peut-être que l'idée de se regrouper ensemble, d'aller vivre des choses ensemble, peut apporter aussi quelque chose. Redécouvrir dans cette direction-là. le collectif, intéressant. Ève Paré? Moi, j'ai envie de vous dire, prenez un risque, découvrez des nouveaux artistes, venez les voir en salle. Il n'y a que des belles choses qui vous attendent. Oui, c'est intéressant la notion de risque aussi. J'aime beaucoup ça. Alors, partage collectif, risque, Nick, trompette, mais quoi d'autre? Je dirais, levez-vous, sortez de la maison. C'est comme... ça fait du bien. Ça fait du bien. De l'expérience, de vivre une expérience commune. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Oui, on s'en est rendu compte, effectivement. Bien, un grand merci tous les 4. Merci aussi, bien sûr, à la Fondation de la Place des Arts. Merci à toute l'équipe de la Place des Arts. Merci à vous tous. À une prochaine.